Une millionnaire dînait dans l'un des restaurants les plus sophistiqués de Paris lorsqu'elle fut témoin d'une scène qui allait bouleverser sa vie à jamais. Une petite fille en haillons fut publiquement humiliée alors qu'elle demandait des restes de nourriture pour sa grand-mère malade. Préparez-vous, car cette histoire va toucher votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like à cette vidéo et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Dans le restaurant le plus chic du centre de Paris, les couverts en argent tintaient doucement contre la porcelaine fine. Les serveurs, vêtus avec une élégance irréprochable, glissaient entre les tables comme des danseurs dans un ballet parfaitement répété. L'air était empli du parfum des truffes noires et des herbes fraîches pendant que l'élite parisienne savourait sa gastronomie exclusive. Les lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les murs ornés d'œuvres d'art originales. C'était l'un de ces lieux où chaque client pouvait se sentir spécial, ne serait-ce que pour une nuit. Lorsque la porte vitrée s'ouvrit lentement, produisant un grincement à peine perceptible, plusieurs regards se tournèrent immédiatement. Une fillette entra. Amélie, 8 ans à peine, le visage un peu sale et les cheveux bruns attachés tant bien que mal en une queue de cheval. Son manteau bleu, usé aux manches et aux poignets, semblait trop grand pour sa silhouette frêle. Elle avançait à pas hésitants, comme si elle pénétrait en territoire interdit, le regard baissé mais attentif, se mouvant comme si elle s'était longuement préparée à cet instant. Plusieurs regards se posèrent aussitôt sur la petite intruse. Des sourcils se haussèrent, surpris, désapprobateurs. D'autres feignirent de ne rien voir, se cachant derrière une coupe de champagne ou une conversation sur la dernière exposition du Montparnasse. Mais les yeux d'Amélie ne s'arrêtaient ni sur les visages ni sur les tenues élégantes. Ils étaient rivés sur une table dans un coin, que venait de quitter un couple bien habillé. Sur la nappe blanche immaculée restait encore une assiette à moitié pleine de soupe. Mais pas n'importe quelle soupe, une recette élaborée au safran, aux champignons sauvages et aux herbes fraîches, décorée de gouttes d'huile parfumée. Amélie s'approcha à petits pas, le cœur battant fort sous son manteau râpé. Ses mains, petites et rougies par le froid, se serraient nerveusement. Elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle savait que ce genre d'endroit n'acceptait pas les enfants seuls, encore moins ceux habillés comme elle. Mais la faim qui régnait dans son petit appartement de banlieue criait plus fort que toutes les conventions sociales. La pensée de sa grand-mère, allongée depuis des jours sans pouvoir manger, lui donnait du courage. D'une voix douce et polie, la plus douce qu'elle put trouver, elle se tourna vers l'homme en costume sombre qui l'observait à distance. Pierre, le directeur du restaurant, était réputé pour son intransigeance vis-à-vis du règlement de l'établissement. « Monsieur, excusez-moi » commença-t-elle, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. « Puis-je prendre ce qu'il reste de cette soupe pour ma grand-mère ? Elle est malade et n'a rien mangé aujourd'hui. » Le temps sembla suspendu un instant dans le salon raffiné. Le bruit des couverts sur la porcelaine s'arrêta net. Un serveur, qui portait un plateau de dessert, s'immobilisa en plein milieu de la salle, telle une statue figée par le burin d'un sculpteur. Les clients se regardèrent en silence, comme avant un événement inévitable. Une tension rendait l'air plus lourd. Ce qui se produisit ensuite fut si choquant qu'Élise Dubois, assise près de la fenêtre donnant sur les lumières de la ville, ne pourrait jamais oublier cette nuit-là à Paris. Même des années plus tard, la scène reviendrait dans ses rêves, vive et indélébile, comme une cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. Pierre s'approcha d'Amélie d'un pas ferme grand, mince, les cheveux gris soigneusement peignés, le visage taillé pour exprimer le mépris. Il incarnait l'autorité du restaurant. Ses mains aux ongles parfaitement taillés, une bague discrète à l'auriculaire, ajustèrent rapidement sa veste avant qu'il ne s'arrête devant la fillette. Il se pencha légèrement, comme s'il allait lui parler avec courtoisie, et demanda d'une voix chargée de cynisme, « Que veux-tu » Amélie déglutit, les yeux toujours fixés sur l'assiette fumante. Une goutte de sueur froide coula sur sa tempe malgré le froid extérieur. « Juste un peu de soupe, monsieur. » C'était ma grand-mère qui avait tenté de s'expliquer, sa voix engloutie dans un mélange de peur et d'espoir. Avant même qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, Pierre se retourna brusquement. Il saisit l'assiette d'une main fermée, d'un geste rapide et silencieux, en renversa tout le contenu sur le sol, juste devant la fillette.
Le bouillon orangé se répandit en une tache irrégulière sur le marbre blanc apporté, éclaboussant légèrement les chaussures usées d'Amélie. « Il n'y a plus rien à prendre maintenant, déclara-t-il avec une froideur calculée. Sors d'ici, tu n'as pas ta place en ce lieu. Sa voix était assez forte pour que tout le monde dans le restaurant entende clairement chaque mot, comme s'il voulait transformer ce moment en leçon publique. Un murmure gêné traversa l'atmosphère, mais personne ne dit un mot. Tous observaient, paralysés entre une indignation muette et une complicité passive. Certains détournèrent les yeux vers leurs assiettes, soudainement fascinés par l'agencement des ingrédients. D'autres restèrent figés, le visage vide, dissimulant un tumulte intérieur. Amélie tenta de répondre, mais sa voix resta coincée dans sa gorge, tel un oiseau ayant oublié comment voler. Une larme solitaire perla au coin de son œil, qu'elle retint pourtant avec détermination. Elle hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait le message, même si son cœur refusait de l'accepter. Elle fit 2 pas en arrière, regarda une dernière fois la soupe répandue au sol au ce dîner perdu qui aurait pu nourrir sa grand-mère puis se tourna vers la sortie. Son dos, bien que frêle, demeura droit, comme une démonstration silencieuse d'une force que nul ne soupçonnait chez une enfant. Ses mains tremblaient visiblement. Le chemin jusqu'à la porte, pourtant court, lui parut interminable. Chaque pas résonnait dans le silence pesant. La porte en verre s'ouvrit avec un léger clic lorsqu'elle la poussa, et, de la même manière qu'elle était entrée, elle sortit, petite, seule, avalée par l'indifférence d'une ville qui se proclamait capitale de l'amour et de la lumière. Dehors, l'air nocturne l'enveloppa comme une gifle glaciale, le choc thermique la faisant instinctivement hausser les épaules. De fines gouttes de pluie commencèrent à tomber, annonçant une nuit encore plus froide. Amélie descendit les 2 marches à l'entrée du restaurant et fit quelques pas vers la droite, jusqu'à une petite alcôve sur le trottoir, entre un mur de pierre ancienne et une boutique de fleurs fermée aux portes métalliques. Elle s'y assit lentement, les genoux repliés contre sa poitrine, cherchant un peu de chaleur et de réconfort dans son propre corps. Ses cheveux, désormais légèrement humides de pluie, collaient à son front. Son manteau, bien trop mince pour l'hiver parisien, n'offrait que peu de protection contre le froid grandissant. Son estomac criait, non seulement de faim, mais aussi d'une douleur plus profonde, difficile à nommer. Pendant ce temps, quelque chose d'inhabituel se produisit à l'intérieur du restaurant, quelque chose qui allait changer le cours de cette nuit glaciale. Le vent nocturne dansait entre les tables, s'infiltrant par la porte brièvement entr'ouverte, apportant avec lui une touche du monde extérieur dans ce lieu si bien orchestré. Les clients reprenaient lentement leur conversation, faisant comme si la scène précédente n'avait jamais eu lieu. Les verres tintaient à nouveau, les serveurs retrouvaient leur balai silencieux, et la machine bien huilée du luxe semblait reprendre son cours sans accroc. Mais pour Élise Dubois, cela était impossible. Revenir à la normalité lui semblait obscène après ce à quoi elle venait d'assister. Elle ne pouvait détacher ses yeux de la porte vitrée qu'Amélie avait franchie. Ni de la flaque de soupe que l'un des serveurs essuyait discrètement, comme s'il tentait d'effacer non seulement le liquide, mais aussi tout l'incident. Le silence de cet enfant, la dignité avec laquelle elle avait supporté l'humiliation, la manière dont elle s'était recroquevillée dehors, comme si elle voulait disparaître du monde, provoquèrent chez Élise une douleur étrange, un pincement dans la poitrine qui se transforma peu à peu en une nausée croissante. La honte collective qu'elle portait désormais. Assise à la table la plus proche de la fenêtre, la femme d'affaires n'était pas du genre à se laisser facilement émouvoir. À 42 ans, elle avait déjà beaucoup vu dans la vie. Sa carrière, elle l'avait construite avec détermination, naviguant habilement dans un monde corporatif dominé par les hommes. Sa vie était faite de décisions fermes, de rendez-vous avec des personnes influentes et d'une réputation respectable bâtie avec soin au fil des années. Elle était la propriétaire d'une chaîne de boutiques de vêtements de luxe, et sa présence élégante inspirait toujours le respect dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait. Mais là, entre des verres de vin raffinés et des assiettes artistiquement décorées, quelque chose en elle avait été touché d'une manière qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Ses mains, ornées d'une unique bague discrète en platine, se dirigèrent mécaniquement vers le sac en cuir souple posé à côté de sa chaise. Elle sortit discrètement son portefeuille et laissa quelques billets sur la table, accompagnés d'un petit mot écrit à la main. Puis elle se leva calmement,
avec l'élégance de quelqu'un qui n'a pas besoin d'attirer l'attention, et se dirigea vers la sortie. Elle passa près de Pierre sans le regarder, bien qu'elle sentît son regard la suivre, mêlé de surprise et de gêne. La porte s'ouvrit, et l'air froid de la nuit la frappa comme un rappel que dehors, un monde réel battait et souffrait, loin des environnements maîtrisés auxquels elle était habituée. Alors qu'elle contournait le restaurant, ses yeux cherchèrent avec impatience la fillette et elle était là, recroquevillée, presque immobile, telle une petite statue oubliée. Le cœur d'Élise se serra à la vue de cette silhouette solitaire. Elle s'arrêta un instant, incertaine sur la façon d'agir. Amy ne l'avait pas vue s'approcher. Elle avait enfoui son visage dans ses genoux, ses épaules tremblaient doucement non seulement à cause du froid, mais aussi à cause des sanglots silencieux qu'elle tentait de contenir. Elle pleurait, sans bruit, comme si, même dans sa plus grande vulnérabilité, elle ne voulait déranger personne. C'était une manière de pleurer qu'Élise connaissait bien. Le pleur de celui qui a appris tôt que, quand on crie de l'intérieur, personne ne t'entend. Un chagrin qu'elle-même avait connu dans une enfance difficile, bien avant la réussite professionnelle. Élise inspira profondément, en quête de courage. Elle n'était pas quelqu'un d'impulsif. Chaque pas de sa vie avait été soigneusement calculé. S'approcher d'un enfant inconnu, s'impliquer dans une situation sur laquelle elle n'avait aucun contrôle. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle se pencha lentement, ses genoux protestant contre ce mouvement peu familier, et s'assit à côté de la fillette sans dire un mot au début. Elle resta là, partageant en silence le froid du trottoir, respectant l'espace émotionnel de l'enfant. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle parla d'une voix douce et posée. « Bonjour, ma petite. Je peux m'asseoir ici avec toi ?» Amy leva lentement le visage, surprise par cette présence inattendue. Ses yeux, d'un brun profond, étaient encore remplis de larmes de petites flaques de douleur qui reflétaient les lumières de la ville. Son nez, rougi par le froid et les pleurs, était discret. Elle semblait déconcertée par la présence de cette femme élégante, assise à côté d'elle sur le trottoir glacé, comme si un personnage venu d'un autre monde s'était égaré dans le sien. « Tu peux » répondit-elle d'une voix presque inaudible, un mélange de méfiance et d'espoir. Élise lui adressa un sourire doux, réellement touchée par le courage de cette petite fille qui, malgré tout ce qu'elle avait traversé, trouvait encore en elle la force de faire confiance. Elle lui tendit un mouchoir en coton doux pour qu'elle puisse s'essuyer le visage. Amélie hésita un instant, fixant l'objet comme s'il était trop précieux pour être touché. Puis elle le prit, effleurant les doigts d'Élise de ses mains gelées, et s'essuya lentement les yeux, avec précaution, comme si le tissu risquait de se désagréger. Ou peut-être comme si elle tentait de comprendre si ce qu'elle vivait était réel. Ce qu'Élise allait dire ensuite allait changer le cours de cette nuit glaciale, marquant un tournant dans la vie de chacune, un de ces rares instants qui divisent l'existence en « avant » et « après ». « Tu sais, j'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur », commença Élise d'une voix douce, pesant soigneusement ses mots. « J'ai tout vu, et je veux m'excuser, même si je ne suis pas celle qui t'a fait du mal. Parce que personne, là-dedans, n'a eu le courage de réagir. Et c'est injuste. Parfois, ne rien faire, c'est tout aussi grave que de faire quelque chose de cruel. » Amélie la regarda un moment, étudiant son visage comme si elle tentait de déchiffrer un code complexe. Pour la première fois, ses yeux exprimaient autre chose que la douleur, de la surprise. Comme si elle n'était pas habituée à ce genre de regard non pas rempli de pitié ou de jugement, mais de respect. Un regard qui reconnaissait sa dignité. « Tu as faim ?» demanda Élise avec tendresse, une question simple mais pleine de délicatesse. Amélie acquiesça en silence, serrant le mouchoir dans sa main comme s'il s'agissait d'un talisman. « Alors faisons comme ça. Je connais un petit restaurant pas loin, très différent de celui-là. Pas de luxe, pas de gens hautains, juste de la vraie nourriture faite avec amour. » Elle fit une pause puis ajouta. « Qu'est-ce que tu dirais d'y aller? On pourrait dîner ensemble et prendre aussi quelque chose pour ta grand-mère. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent un instant, comme si l'offre était trop belle pour être vraie. « Comment savez-vous pour ma grand-mère » demanda-t-elle, la méfiance revenant brièvement. « Tu as parlé d'elle, là-bas,
à l'intérieur, répondit Élise. Je t'ai entendu, et j'ai pensé qu'une petite fille qui demande de la soupe pour quelqu'un qu'elle aime ne devrait jamais être traitée de cette façon. Personne ne devrait l'être. Cette explication sembla satisfaire Amélie. La fillette baissa les yeux et ravala les sanglots qui tentaient encore de s'échapper. Sa petite poitrine se souleva et s'abaissa plusieurs fois, comme si elle réfléchissait profondément à la décision qu'elle devait prendre. Puis, très lentement, elle hocha la tête. Élise se releva avec précaution, lissant son élégant manteau désormais légèrement humide et taché par le trottoir. Elle tendit la main vers Amélie, une invitation silencieuse à faire confiance, à accepter de l'aide. L'enfant hésita un bref instant, puis saisit timidement la main tendue, comme si elle craignait que tout cela ne disparaisse en une seconde, tel un beau rêve qui s'évanouit à l'aube. Ainsi, elles se mirent à marcher ensemble sur le pavé mouillé, sous la lumière jaune des lampadaires qui formaient des halos diffus dans la fine pluie. Les rues étaient relativement calmes dans ce quartier de la ville. Marchant côte à côte, Élise tenait doucement la petite main d'Amélie, sentant sa température monter peu à peu au contact de la chaleur humaine. La fillette ne pleurait plus, bien que ses épaules restassent légèrement relevées, comme pour se protéger instinctivement. Mais ses yeux observaient désormais les alentours avec une curiosité croissante. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil à Élise, scrutant son profil, ses gestes comme si elle cherchait à mémoriser chaque détail de cette étrange sauveuse apparue de nulle part. « Comment t'appelles-tu » demanda Élise, brisant naturellement le silence. « Amélie » répondit la fillette, d'une voix un peu plus assurée. « Amélie Moreau. »« C'est un très joli prénom » commenta Élise avec douceur. « Moi, je m'appelle Élise Dubois. »« Ton manteau est très beau » observa timidement Amélie. « Il a l'air chaud. » Cette remarque simple, venant d'un enfant qui avait visiblement un besoin désespéré d'un manteau chaud, serra de nouveau le cœur d'Élise. C'était une remarque qui révélait tant sur la nature de la fillette sa capacité à apprécier la beauté, même au milieu de la souffrance, à remarquer ce que possèdent les autres sans ressentiment. Elles firent encore quelques pas, parlant doucement, jusqu'à ce qu'elles arrivent à un coin de rue où se trouvait un petit restaurant familial à la façade de bois usé et éclairé chaleureusement. Une modeste plaque annonçait « Chez Marie depuis 1967 ». L'odeur qui s'échappait des interstices de la porte était un mélange de confit d'oignons, d'ail doré et de sauce tomate maison. C'était le genre de parfum qui vous enveloppe de l'intérieur, qui évoque le réconfort et la tradition. Élise ouvrit la porte pour Amélie, qui entra avec une légère hésitation, portant encore le poids invisible du rejet subi quelques minutes auparavant. Mais l'atmosphère à l'intérieur était tout autre. Les tables étaient simples, couvertes de nappes à carreaux rouges et blancs. En fond sonore, une vieille radio jouait une chanson traditionnelle française. La chaleur d'un poêle à bois créait une ambiance accueillante, en contraste radical avec le froid du restaurant huppé. Derrière l'une des tables se trouvait une femme d'âge moyen, les cheveux châtains relevés en un chignon pratique, les joues rosies par la chaleur du feu. « Bonsoir » dit Élise avec un sourire doux, sans la moindre trace de la distance sociale qu'elle affichait habituellement en public. « Bonsoir, ma chère » répondit la femme, son regard passant d'Élise à Amélie avec un intérêt chaleureux. « Bien sûr, nous servons encore. Faites comme chez vous. » Amélie observait tout en silence, absorbant chaque détail comme si elle se trouvait dans un musée. Ses yeux parcouraient les vieilles photos accrochées au mur, les petits vases avec des fleurs simples sur chaque table, le parquet usé mais impeccablement propre. C'était un lieu où des gens réels menaient une vie authentique, sans prétention, sans masque. Élise la guida vers une table près de la fenêtre et tira la chaise pour elle avec soin. Amélie s'y installa, semblant minuscule sur la chaise en bois, ses jambes balançant sans toucher le sol. Elle posa soigneusement le mouchoir emprunté sur la table, le lissant comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Tu aimes le ragoût de viande » demanda Élise d'un ton léger, presque enjoué, tentant de normaliser la situation pour la fillette. Amélie acquiesça, ses yeux brillant d'une joie discrète. « J'aime beaucoup. Ma grand-mère en faisait, quand elle le pouvait, avant de tomber gravement malade. » « Alors, nous allons commander le meilleur ragoût de la maison » déclara Élise en faisant signe à la dame.
Elle commanda 2 portions complètes, ragoût avec pommes de terre, pain frais, une salade verte, et pour le dessert, une généreuse part de tarte aux pommes. Elle demanda aussi un dîner identique à emporter, une soupe maison, du pain frais et des fruits de saison. Comme si elle avait perçu l'importance particulière de cette commande, la dame du restaurant Marie, la propriétaire, ne posa aucune question. Mais ses yeux compatissants montraient qu'elle comprenait qu'il se passait quelque chose d'important. Touchée par l'histoire qu'Élise lui avait discrètement confiée pendant qu'Amélie observait, fascinée, un chat tigré dormant près du four, Marie emballa tout avec un soin particulier et ajouta volontiers un pot de tisane au miel. « Pour ta grand-mère, expliqua-t-elle simplement. Ça l'aidera à mieux respirer. »« Ta grand-mère est malade depuis longtemps ?» demanda Élise, vraiment concernée. Amélie acquiesça de nouveau. Cette fois, sans la méfiance du début, ses doigts jouaient avec la serviette en tissu, la pliant et la dépliant distraitement. Oui, elle a des problèmes aux poumons. Quand elle respire, ça fait un bruit, comme un sifflement. Elle a du mal à se déplacer dans la maison ou à cuisiner, et l'argent qu'elle reçoit maintenant est presque rien. Il y a des mois où il ne reste plus rien très vite. « Et c'est toi qui t'occupes d'elle ?» demanda Élise avec admiration, sans une once de pitié. « Oui, » répondit Amélie avec une simplicité qui rendait son sens des responsabilités d'autant plus touchant. « Je fais des choses à la maison, je prépare le thé, je chauffe de l'eau quand on en a. Je lui lis aussi parce que ses yeux se fatiguent vite. J'allais à l'école. »« Tu allais ? Tu n'y vas plus ?» Élise sentit un pincement au cœur, consciente de l'importance de l'éducation pour l'avenir de la fillette. On a dû arrêter quand on n'a plus eu de quoi payer le bus. Mamie a dit que ce serait juste pour un moment, mais le temps a passé. Maintenant, j'aide à ramasser des bouteilles vides pour les revendre. Tu sais que beaucoup de gens jettent des choses ? Tu peux en tirer quelques pièces. Cette description banale du travail des enfants, des occasions perdues, d'une vieillesse sans dignité, faite avec une résignation calme par quelqu'un qui ne connaît pas d'alternative, a profondément touché Élise. C'était une réalité qui existait à quelques kilomètres de son appartement de luxe, mais qui restait généralement commodément invisible. Élise écoutait avec une attention totale, sans interrompre, offrant à Amélie ce qui valait peut-être plus que de la nourriture, le sentiment d'être écoutée, d'avoir de l'importance. La maturité dans les yeux de la fillette était trop dure pour son âge. C'était comme si elle avait été forcée de comprendre le monde trop tôt, d'accepter les injustices comme une part naturelle de la vie, de porter des responsabilités qui auraient dû revenir aux adultes. Les plats arrivèrent, interrompant temporairement la conversation. Le parfum du ragoût, riche et réconfortant, emplit l'air autour de la table. Un silence s'installa pendant qu'ils commençaient à manger, mais ce n'était pas le même silence que dans un restaurant chic. Celui-ci était confortable, partagé, presque comme une conversation muette entre des personnes qui commençaient à se comprendre. Amélie mangeait avec soin, sans excès, mais avec une faim ancienne perceptible dans chaque bouchée. Ses manières à table étaient étonnamment polies pour une enfant vivant dans une telle précarité. Un autre signe que sa vie avait été différente autrefois. Que la pauvreté était peut-être une condition récente dans l'histoire de sa famille. Élise l'observait discrètement, sentant une boule dans la poitrine, en pensant à combien d'autres petites filles comme Amélie étaient éparpillées dans la ville, invisibles aux yeux de gens comme elle, qui passaient en voiture de luxe, protégées des réalités inconfortables par des bulles de privilèges. Quand elles eurent terminé, y compris le dessert qui fit sourire Amélie pour la première fois, un sourire sincère qui transforma entièrement son visage, et Élise demanda l'addition et les sacs de nourriture à emporter. Marie refusa que l'on paie l'intégralité, insistant, pour la petite et sa grand-mère, c'est mon cadeau. Elles sortirent ensemble de nouveau dans la nuit, mais cette fois Amélie marchait d'un pas plus assuré, comme si la nourriture lui avait rendu non seulement de l'énergie physique, mais aussi un peu d'espoir, un peu de dignité qu'on lui avait volé. Où habites-tu, Amélie ? Rue de Belleville, numéro 43, dans le nord de la ville, au 2e étage, appartement 12. C'est loin d'ici ? Un peu. Environ 20 minutes en bus, mais je marche. Cela lui prend presque 1 heure. Sur le chemin de la maison d'Amélie, Élise appela un taxi,
ce que la petite remarqua avec de grands yeux, comme si c'était un luxe inimaginable, presque magique. « Je ne suis jamais montée dans un taxi », avoua-t-elle doucement, une fois à l'intérieur du véhicule chauffé. En route, Élise posa des questions simples, comme depuis combien de temps elle vivait là. 3 ans, depuis que les choses sont devenues difficiles. La fillette indiquait le chemin comme quelqu'un qui avait appris à survivre dans ces rues, reconnaissant chaque impasse, chaque coin. Elles arrivèrent devant un immeuble ancien et décrépit, dans une rue étroite à peine éclairée par un seul lampadaire clignotant. Les escaliers étaient couverts de poussière, les marches irrégulières grinçaient sous leurs pas. Une forte odeur d'humidité régnait, mêlée à des senteurs de nourriture, de vie compressée dans des espaces trop petits. Elles montèrent au 2e étage, où un couloir faiblement éclairé révélait une série de portes usées, très proches les unes des autres. Elles s'arrêtèrent devant une porte en bois abîmée, le numéro 12 accroché de travers. Amélie frappa doucement 3 fois. Élise comprit que c'était une sorte de code familial. « Mamie, c'est moi. » Une voix faible répondit de l'intérieur, étouffée par la minceur de la porte. « Amie, ma chérie, tu vas bien ? » « Oui, oui, ouvre. » Amélia hésita une seconde, tournant son regard vers Élise avec une expression mêlant fierté et gêne, ce regard complexe de quelqu'un qui souhaite montrer sa maison, tout en sachant qu'elle pourrait être jugée inadéquate. Puis, avec une détermination renouvelée, elle déclara « J'ai apporté de la nourriture, et aussi de l'aide. » Élise sentit une boule dans la gorge en entendant une voix fatiguée lui répondre, une voix marquée par une maladie qui semblait avoir rongé non seulement le corps, mais aussi l'espoir même. Quand la porte s'ouvrit, elle dévoila une pièce exiguë servant à la fois de salon, de cuisine et de chambre. Au centre de cet espace se tenait une vieille femme aux cheveux entièrement blancs, à la peau fine et ridée, portant un fichu bleu passé noué autour de la tête et plusieurs couches de vêtements, malgré le vieux radiateur de fortune qui bourdonnait dans un coin. Sa fragilité était soulignée par ses grands yeux noisettes, les mêmes que ceux d'Amélia qui, malgré une fatigue évidente, s'illuminèrent à la vue de sa petite fille. Quand ils se tournèrent vers Élise, ils exprimèrent d'abord la surprise, ensuite la prudence, et enfin une curiosité digne. La dame s'appuyait sur une canne de fortune, et même en ce bref instant, son souffle était laborieux, émettant un léger sifflement à la fin de chaque expiration. « Bonsoir, » dit-elle, s'appuyant avec effort contre l'encadrement de la porte. « Qui est cette dame ?» La question fut posée avec une dignité surprenante, sans servilité ni hostilité, simplement comme l'interrogation légitime de quelqu'un qui, malgré les circonstances, conserve toute son intégrité. Élise répondit avec la même dignité, sans aucune condescendance. « Je m'appelle Élise Dubois. J'ai rencontré Amélia ce soir et j'ai voulu l'aider à ramener un repas chaud à la maison. J'espère ne pas être une intruse. » La vieille dame scruta son visage un moment, comme si elle tentait d'y lire ses intentions. Puis un léger sourire apparut, illuminant son visage fatigué. « Une amie. Soyez la bienvenue chez nous, Madame Dubois. » Dans ce petit appartement modestement meublé, sous la lumière terne d'une vieille lampe, Élise ressentit quelque chose qu'elle expérimentait rarement dans des lieux bien plus luxueux, une hospitalité véritable, offerte non par obligation sociale, mais par pure bonté humaine. Tandis qu'Amélia disposait avec enthousiasme la nourriture sur la petite table, Élise observa davantage les lieux. Malgré la pauvreté évidente, régnait une propreté méticuleuse, ainsi que des tentatives d'introduire un peu de beauté, un vase contenant des fleurs en papier soigneusement plié, des livres rangés sur une étagère improvisée faite de briques et de planches, une couverture multicolore fabriquée avec des chutes de tissu recouvrait le seul lit manifestement partagé par les deux femmes. Sur le mur, des photos anciennes conservées avec soin racontaient une autre histoire. Madame Madeleine, c'est ainsi qu'Élise apprit que s'appelait la grand-mère d'Amélia, apparaissait sur l'une d'elles dans une robe élégante, devant une école, un livre à la main. Sur une autre, plus jeune encore, elle posait aux côtés d'un homme en uniforme militaire. Une photo plus récente montrait un couple jeune avec Amélia bébé dans leurs bras. « Étiez-vous institutrice ?» demanda Élise avec un véritable intérêt pour l'histoire derrière ces images. Madeleine hocha lentement la tête, ses yeux brillants de souvenirs. « Oui, pendant plus de 30 ans. Littérature et histoire.
J'aimais mon métier. Son regard balaya le petit appartement, comme si elle comparait silencieusement le présent au passé. La vie prend parfois des tournants inattendus, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Si vous me permettez la question. La dame s'assit lentement, chaque geste soulignant sa fragilité. D'abord la retraite, qui a déjà considérablement réduit nos revenus. Puis, mon fils et ma belle-fille, les parents d'Amélia sont morts dans un accident de voiture il y a 4 ans. Je suis devenu sa seule famille. Ses yeux cherchèrent sa petite fille, qui servait alors la soupe dans des bols ébréchés, avec la solennité de quelqu'un accomplissant un rituel important. J'ai vendu presque tout ce que je possédais pour payer les dettes et les traitements quand je suis tombé malade. Une pneumonie a failli m'emporter l'année dernière. Elle laissa la phrase en suspens, mais le sens était limpide. Cette révélation offrit à Élise une toute nouvelle perspective. Il ne s'agissait pas simplement de pauvreté, mais d'une vie digne, brutalement bouleversée par des circonstances tragiques. Celle d'une femme ayant consacré des décennies à éduquer des enfants, désormais incapable d'assurer la scolarité de sa propre petite fille. Le dîner fut servi, et le silence s'installa un instant, tandis que Madeleine savourait ce repas chaud manifestement un luxe rare. Après le repas, alors qu'Amélie faisait la vaisselle dans un petit évier, Élise s'approcha de Madeleine, qui respirait déjà un peu mieux, le plat chaud lui ayant visiblement apporté un certain réconfort. « Madame Madeleine, puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Pas seulement aujourd'hui, mais... » Madeleine leva doucement la main pour l'interrompre. « Vous avez déjà fait beaucoup en ramenant ma petite fille saine et sauve, et pour ce merveilleux repas. Nous ne voulons pas de charité. » « Ce n'est pas de la charité, » répondit Élise avec sincérité. « C'est de la reconnaissance. Votre petite fille m'a rappelé aujourd'hui quelque chose que j'avais oublié, le courage, la dignité, la capacité de regarder ceux qui nous méprisent droit dans les yeux, et de rester intègre. » Les mots semblèrent atteindre Madeleine. Son regard croisa celui d'Élise dans un moment de compréhension partagée, au-delà des barrières sociales. Après un long silence, elle hocha imperceptiblement la tête. Alors Élise s'approcha d'Amélie. Elle s'agenouilla devant elle, prit ses petites mains encore humides et planta son regard dans les yeux noisettes de la fillette. « Amie, ton courage m'a enseigné quelque chose aujourd'hui. Tu mérites bien plus qu'une soupe froide et des regards de mépris. Tu mérites des opportunités, une éducation, des soins pour ta grand-mère. Tu mérites d'être une enfant. » La voix d'Élise tremblait légèrement, l'émotion perçant à travers sa retenue habituelle. « Et je te le promets, à partir d'aujourd'hui, toi et ta grand-mère, vous ne serez plus seuls. Je ne peux pas tout changer d'un coup, et je respecterai vos choix. Mais je serai là. C'est une promesse. » Amie resta immobile, les yeux fixés sur ceux d'Élise, comme si elle cherchait à deviner si ces mots étaient vrais, ou juste un rêve de plus destiné à s'évanouir. Trop de promesses avaient été faites puis brisées dans sa courte vie. Derrière elle, Madeleine observait en silence, une larme solitaire glissant sur son visage ridé. Ce n'était pas seulement l'offre d'aide qui l'émouvait, mais le respect avec lequel elle était formulée non pas comme une aumône jetée, mais comme une main tendue entre égales. Avant de partir, Élise laissa son numéro et son adresse, et convint de revenir dans 2 jours. Dans le couloir, face à la porte refermée, elle comprit que quelque chose avait changé en elle aussi. Ce qu'elle ressentait était à la fois étrange et familier, comme si elle avait retrouvé une partie d'elle-même perdue depuis longtemps. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil caressaient l'horizon quand Élise s'éveilla dans son élégant appartement du centre de Paris. Son cœur restait agité par les événements de la veille. Le visage d'Amélie, l'expression douce et fatiguée de Madeleine, et surtout la dureté dans les yeux de Pierre hantaient encore son esprit. En marchant pieds nus sur le sol chauffant de sa cuisine design, la différence entre son confort et la réalité qu'elle avait observée devenait presque insupportable. Ce matin-là, même son café importé lui parut amer. Assise à la table, une tasse oubliée à ses côtés, Élise réfléchissait à ses options. Elle aurait pu simplement aider Amélie et Madeleine discrètement à ce qui aurait été plus sûr, plus contrôlé, plus conforme à sa personnalité réservée. Ou bien, elle pouvait faire plus.
quelque chose qui dépasserait leur simple cas, et mettrait en lumière un problème bien plus vaste, celui de l'invisibilité sociale qu'elle venait de découvrir. Après de longues heures d'hésitation, car elle n'était pas du genre à prendre des décisions impulsives, elle comprit qu'elle ne pouvait plus garder le silence. Quelque chose brûlait en elle, exigeant d'être exprimé. Le confort de sa position sociale lui semblait désormais presque complice de l'injustice. Elle posa son téléphone sur une pile de livrets, après un autre moment d'hésitation, appuya sur le bouton d'enregistrement. La peur de s'exposer publiquement était bien réelle. Jamais elle ne s'était manifestée ainsi auparavant. En tant qu'entrepreneur, elle tenait à son intimité, et l'image qu'elle avait soigneusement construite risquait d'en pâtir. Certains clients conservateurs pourraient désapprouver son engagement. Ses associés pourraient remettre en question son jugement. Mais à ce moment-là, ce n'était pas Élise l'entrepreneur rationnel qui parlait. C'était Élise, la femme témoin d'une injustice, émue par une petite fille invisible, et qui refusait désormais d'être complice du silence. Dans la vidéo, les yeux déterminés et la voix nouée par l'indignation, Élise commença, « Hier, j'ai dîné dans le restaurant le plus cher de Paris. Je me suis assise à une table élégante, nappe en lin et verre en cristal. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'une petite fille entre, seule, sale, affamée. Elle fit une pause, l'émotion perçait clairement dans sa voix. Elle n'a pas demandé d'argent, rien du tout. Elle a juste demandé si elle pouvait prendre les restes d'une soupe pour sa grand-mère malade. Ce qui s'est passé ensuite fut l'une des scènes les plus cruelles que j'ai jamais vues. » Élise décrivit la scène avec précision, sans dramatisation, mais sans rien édulcorer non plus. Elle raconta son inaction initiale, la complicité silencieuse de tout ce présent, et comment elle avait ensuite suivi la fillette. Ce qui me bouleverse le plus, ce n'est pas seulement l'acte individuel de ce gérant, mais notre réaction collective, le silence, l'acceptation. Comme si cet enfant ne méritait pas vraiment d'être là. Comme si c'était normal que certaines personnes soient traitées comme moins humaines. Élise inspira profondément avant de poursuivre, « J'ai visité la maison où cette fillette vit avec sa grand-mère malade. Ce sont des personnes dignes, avec une histoire. La grand-mère a été enseignante pendant des décennies, elle a éduqué nos enfants. Et aujourd'hui, sa petite fille ne peut même pas aller à l'école. Elle ne peut même pas récupérer de la nourriture destinée à être jetée. » Elle termina la vidéo, non pas avec des accusations ou des revendications, mais avec des questions qui invitaient à la réflexion. Jusqu'à quand allons-nous faire comme si ces enfants n'existaient pas? Quel genre de société bâtissons-nous si nous apprenons à nos enfants qu'il est acceptable d'humilier une autre enfant parce qu'elle est pauvre? Comment pouvons-nous nous considérer civilisés alors que cela se passe à quelques kilomètres de nos maisons confortables? Elle publia la vidéo sur son profil personnel avec la légende, « J'ai vu. Je me suis tue. Mais maintenant je parle. Que tout le monde sache. » Pendant quelques heures, la vidéo reçut peu d'attention. Quelques amis proches et collègues la virent, commentant avec des mots de soutien, mais l'impact semblait limité. Élise se sentit presque soulagée, pensant qu'elle pourrait peut-être aider Amélie et Madeleine sans que cela ne devienne un scandale public. Mais en fin de journée, une journaliste influente partagea la vidéo avec ses abonnés en écrivant « Une entrepreneure parisienne brise le silence sur ce que nous voyons tous les jours sans vouloir le voir. » Le lendemain matin, Élise se réveilla avec son téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. La vidéo avait été partagée des milliers de fois pendant la nuit. Des vloggeurs engagés pour les droits humains, des activistes contre la pauvreté, des éducateurs et même des célébrités la republiaient avec leurs propres commentaires. Ce qui avait commencé comme un témoignage personnel devint alors un catalyseur de débats plus larges, sur les inégalités sociales, l'invisibilisation de la pauvreté dans l'une des villes les plus riches et touristiques du monde, sur la déshumanisation des indésirables. Des journalistes appelaient pour des interviews, cherchant à connaître le nom du restaurant. Élise refusa d'abord de l'identifier, préférant concentrer l'attention sur le problème systémique plutôt que sur une vengeance ciblée. Cependant, sur les réseaux sociaux, les internautes reconnurent l'endroit grâce à la description et commencèrent à partager leurs propres expériences négatives. Un ancien serveur a publié « J'y ai travaillé pendant 6 mois. Le gérant, Pierre,
nous apprenait à décourager les clients qu'il jugeait inadaptés aux standards de l'établissement. Une cliente a écrit, « Un jour, j'ai vu ce même gérant traiter une famille de touristes asiatiques avec un mépris à peine voilé, alors qu'ils étaient des clients payants. » Un autre employé a révélé, « J'ai été licencié pour avoir donné un morceau de pain à un sans-abri qui demandait à manger à la porte arrière. » Le manager a dit que cela attirerait d'autres mendiants. En 3 jours, la vidéo a été relayée par les principaux médias. De grands journalistes ont évoqué l'affaire, certains l'inscrivant dans des débats plus larges sur le traitement des populations vulnérables en France. L'affaire cessait d'être un incident isolé pour devenir un élément central d'un débat de société nécessaire. Pendant ce temps, le restaurant restait silencieux. Aucun communiqué officiel, aucune tentative d'explication ou d'excuse. Ce silence n'est pourtant pas passé inaperçu, il semblait confirmer l'arrogance décrite par Élise et d'autres. Des ONG ont commencé à utiliser l'affaire comme exemple dans leur campagne. L'une d'entre elles a organisé une manifestation pacifique devant le restaurant, distribuant de la soupe gratuite à tous les passants. Un geste symbolique pour promouvoir le partage plutôt que le gaspillage. Le matin du 4e jour suivant la diffusion de la vidéo, le restaurant a annoncé la suspension de Pierre, le gérant, non pas comme reconnaissance d'une faute, mais le temps de vérifier les faits. C'était une réponse typiquement corporatiste, formulée par des avocats dans le but de limiter les dégâts sur la réputation plutôt que d'aborder le véritable problème humain. Le téléphone d'Élise ne cessait de sonner. Beaucoup saluaient son courage, d'autres demandaient des informations sur Amélie et comment venir en aide. Certains la critiquaient aussi, remettant en question ses intentions, suggérant qu'elle cherchait de la publicité ou qu'elle aurait dû aider discrètement, sans humilier le restaurant. Au milieu de cette agitation, Élise gardait son objectif principal, Amélie et Madeleine. Elle leur rendait visite régulièrement, apportant non seulement des provisions, mais aussi des médecins qui ont accepté d'évaluer gratuitement l'état de santé de Madeleine. Le diagnostic a confirmé une bronchite chronique, aggravée par l'humidité de l'appartement et l'absence de traitement adapté. Avec le consentement hésitant mais reconnaissant de Madeleine, Élise l'a aidé à naviguer dans le système de santé français, complexe, en trouvant des programmes d'aide auxquels la vieille dame avait légalement droit, mais qu'elle ignorait ou ne pouvait pas atteindre seule à cause de la lourdeur administrative. Pour Amélie, le processus de retour à l'école avait commencé. Ce n'était ni simple ni rapide. Il y avait des lacunes éducatives à combler, des problèmes psychologiques à prendre en compte, et la propre méfiance de la fillette à croire qu'elle pouvait vraiment réintégrer un cadre scolaire. Et si les autres enfants se moquent de moi? Mes vêtements sont vieux. A-t-elle confié dans un moment de vulnérabilité? Élise n'a pas proposé de solutions immédiates ni de fausses promesses. Les enfants peuvent être cruels, a-t-elle admis honnêtement. Oui, certains le sont. Mais d'autres font preuve de douceur. Et toi, Amélie, tu possèdes une force que beaucoup n'ont jamais eu besoin de développer. 3 semaines après l'incident, une fondation spécialisée dans le logement social a contacté Élise. Ils avaient vu la vidéo et souhaitaient inclure Madeleine et Amélie dans un programme pilote de logements assistés, destiné aux personnes âgées vivant avec des personnes à charge, une niche souvent oubliée par le système. Le processus n'a pas été immédiat. Il y a eu des entretiens, des évaluations, des formulaires à remplir, des critères à respecter. La bureaucratie française, bien que protectrice en théorie, pouvait s'avérer épuisante en pratique. Élise a aidé à naviguer dans le système, en mobilisant ses connaissances et ses contacts, tout en respectant l'autonomie de Madeleine dans les décisions. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'achète leur avenir ou que je contrôle leur vie, expliqua Madeleine, inquiète de devenir un projet de charité. J'ouvre simplement des portes qui devraient être accessibles à tous, mais qui, malheureusement, nécessitent des connaissances privilégiées pour être trouvées. 2 mois après l'incident, Amélie et Madeleine ont emménagé dans une maison modeste mais décente, dans le cadre du programme de logements sociaux. Amélie a obtenu sa propre chambre, un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Le premier jour, en voyant le lit préparé rien que pour elle, avec une couverture colorée et un petit ours en peluche, un cadeau discret d'Élise, elle est restée figée sur le seuil, dans un silence total. « C'est tout à toi, dit Élise avec un sourire doux. Chaque détail.
Amélie ne répondit pas. Elle s'approcha lentement du lit, effleurant le tissu du bout des doigts, comme pour s'assurer que c'était réel. Puis, elle se tourna vers Élise, les yeux brillants d'émotion. Madeleine, de son côté, respirait mieux dans ce nouvel environnement. L'air plus sec et plus propre, le chauffage adéquat, mais surtout la réduction de l'angoisse constante pour l'avenir d'Amélie contribuait à sa lente amélioration. Amélie fut inscrite dans une école publique réputée, à 10 minutes à pied de leur nouveau logement. Le retour à la vie scolaire ne fut pas facile. Il fallait rattraper certaines matières, s'adapter socialement, faire face aux préjugés. Durant les premières semaines, elle rentrait à la maison silencieuse, parfois les yeux rouges. Madeleine et Élise ne la pressaient pas, mais restaient présentes, offrant leur soutien sans minimiser les épreuves qu'elle traversait. « Certains enfants m'appellent une mendiante », avoua-t-elle un jour particulièrement difficile. « Ils disent que je n'ai pas ma place dans cette école. »« Et toi, qu'en penses-tu » demanda Élise. Au lieu d'une réponse immédiate, Amélie réfléchit longuement. « Je pense qu'ils se trompent. Tout le monde a le droit d'apprendre. » Exactement, acquiesça Élise. Et tu sais, parfois ceux qui cherchent le plus à nous rabaisser sont ceux qui ont le plus peur de l'être eux-mêmes. Cette manière de voir le harcèlement comme une expression de l'insécurité, et non comme un reflet de sa propre valeur, semblait offrir à Amélie une nouvelle perspective. Dans les semaines suivantes, elle commença peu à peu à trouver sa place, à se faire quelques amis, à redécouvrir le plaisir d'apprendre. 1 an après l'incident au restaurant, bien des choses avaient changé. La vidéo d'Élise avait depuis longtemps quitté les cycles médiatiques, remplacée par de nouvelles crises et polémiques. Le restaurant, après une période de fermeture pour réorganisation, avait rouvert sous une nouvelle direction, avec une politique explicite de responsabilité sociale, incluant un programme de revalorisation des invendus en partenariat avec des associations humanitaires, un changement clairement motivé par des impératifs économiques, mais dont les effets pratiques restaient positifs. Pierre, l'ancien gérant, après des mois de réflexion et de thérapie, avait trouvé un poste dans un restaurant communautaire qui offrait des repas accessibles et formait des jeunes en situation de vulnérabilité. Ce n'était pas une histoire de rédemption instantanée, mais un parcours vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Madeleine, encore limitée physiquement mais dont la santé s'était stabilisée, reçut une invitation à intervenir comme consultante dans un programme d'éducation pour adultes, afin de partager sa vaste expérience pédagogique. La rémunération modeste complétait sa pension, mais le véritable bénéfice était ce sentiment renouvelé d'avoir une raison d'être, de renouer avec son identité professionnelle. Cette année-là, une réalisatrice indépendante, inspirée par une histoire qui continuait de résonner dans plusieurs cercles sociaux, proposa un film documentaire sur les parcours de reconquête de la dignité, non seulement celui d'Amélie, mais aussi celui d'autres personnes ayant trouvé le chemin hors de l'invisibilité sociale. Avec le consentement pleinement réfléchi de Madeleine et la participation enthousiaste d'Amélie, désormais plus confiante, le documentaire Soupe et Voix vit le jour. Ce n'était pas une exploration sensationnaliste de la souffrance, mais une réflexion mûrie sur les systèmes sociaux, la responsabilité collective et les possibilités de changement. D'abord projeté lors d'un festival de cinéma indépendant, le film gagna progressivement en reconnaissance, jusqu'à être adopté comme ressource pédagogique dans des écoles de travail social, des programmes d'hôtellerie et des discussions sur l'éthique en entreprise. 10 ans plus tard, Amélie fut invitée à s'exprimer lors d'un événement organisé par une coalition d'associations pour les droits de l'enfant. Ce n'était pas un spectacle médiatique, mais une rencontre sincère, où des jeunes ayant connu diverses formes d'adversité pouvaient partager leur vécu avec des professionnels et des décideurs. Vêtue d'une robe simple mais élégante bleu marine, avec une petite broche en forme d'étoile, un cadeau symbolique d'Élise, Amélie monta sur scène d'un pas calme, bien que son cœur battît à tout rompre. En voyant sa grand-mère au premier rang lui sourire avec encouragement, elle ressentit une vague de courage. Depuis plus d'1 an, elle n'avait pas parlé en public, mais sa voix claire surprit même elle-même. Tout ce que je voulais, c'était apporter un peu de soupe à ma grand-mère malade. Je n'étais pas entré dans ce restaurant pour demander de l'argent ni de la pitié. Je voulais simplement un peu de nourriture destinée à être jetée. Un silence profond s'abattit sur l'auditoire.
Ce n'était pas un silence de pitié, mais de reconnaissance collective. Ce jour-là, j'ai compris que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la faim physique, mais de se rendre compte que, pour certaines personnes, on est invisible ou pire, une gêne. Le responsable a jeté la soupe par terre, comme si je ne méritais même pas les restes. Amélie fit une pause. Son regard parcourut le public, non pas avec crainte, mais avec assurance. Mais j'ai aussi appris qu'une seule personne peut faire toute la différence. Une femme, qui aurait pu poursuivre son chemin, a décidé de s'arrêter, de me voir vraiment. De voir au-delà des vêtements usés et des mains sales. De voir une personne avec de la valeur. Elle jeta un rapide regard vers Élise, qui, discrètement, essuyait une larme. Aujourd'hui, ma grand-mère et moi avons un foyer sûr. Elle reçoit les soins médicaux dont elle a besoin. Je suis de nouveau à l'école. Mais je sais que pour chaque enfant comme moi qui trouve de l'aide, il y en a beaucoup d'autres qui restent invisibles, qui attendent encore, sur un trottoir, que quelqu'un les voie. C'est pour eux que je parle aujourd'hui. Sa voix, timide au début, s'était affirmée au fil de son discours. Je ne veux pas seulement remercier ceux qui m'ont aidé. Je veux vous demander à tous de regarder autour de vous, de vraiment regarder, dans les coins, devant les restaurants, sur les bancs des parcs. Il y a des personnes là, qui n'ont pas besoin de pitié, mais d'opportunités, de respect, d'être vues. Amélie marqua une dernière pause, inspira profondément et conclut. Un jour, quand je serai grande, je veux devenir enseignante. Je veux apprendre à d'autres enfants, qui sont passés par ce que j'ai vécu, qu'eux aussi ont leur place à la table, qu'eux aussi ont une voix, et que cette voix compte, même quand on essaie de la faire taire. Le silence qui suivit ne dura qu'un instant avant que la salle n'éclate en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements condescendants, mais une reconnaissance sincère de la sagesse contenue dans les paroles simples de cet enfant. Les gens s'étaient levés, certains les larmes aux yeux, d'autres acquiesçant avec émotion. Madeleine, au premier rang, pleurait ouvertement, un mélange de fierté et de soulagement illuminant son visage fatigué. Élise, observant depuis le côté de la scène, ressentait une émotion qui dépassait la satisfaction personnelle. Elle n'avait jamais été l'héroïne de cette histoire. Elle avait simplement été celle qui avait choisi d'agir quand tant d'autres avaient préféré détourner le regard. 6 mois après l'événement, Élise prenait le thé avec Madeleine dans le petit jardin bien entretenu de la maison qu'elle partageait avec Amélie. La fillette jouait au football sur la pelouse avec 2 amis de l'école. Son rire insouciant emplissait l'air, le rire d'un enfant qui, enfin, pouvait simplement être un enfant. Tu sais ce qu'on me demande toujours en interview, dit Élise en regardant les filles s'amuser. Pourquoi je me suis autant préoccupée d'une enfant inconnue, comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Madeleine sourit, ses yeux pleins de sagesse contemplant la même scène. Et qu'est-ce que tu réponds? Que ce n'est pas la bonne question. On ne devrait pas me demander pourquoi je me suis inquiété. On devrait plutôt demander pourquoi tant d'autres ne s'en inquiètent pas. Pourquoi avons-nous pris l'habitude de passer devant ceux qui souffrent en faisant comme si c'était normal? La vieille femme hocha lentement la tête. Quand j'enseignais, je disais à mes élèves que l'indifférence est plus dangereuse que la haine. Contre la haine, on peut se défendre. Mais l'indifférence nous rend invisibles. Le cas d'Amélie n'avait pas mis fin à la pauvreté à Paris. De nombreux autres enfants restaient invisibles, de nombreux autres bols de soupe continuaient d'être gaspillés. Mais pour cette fillette, pour sa grand-mère, et pour tous ceux qui s'étaient engagés à leur côté, quelque chose de fondamental avait changé, la compréhension que les petits actes d'humanité, multipliés, peuvent transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi toute la société autour de nous. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été témoin d'une injustice et décidé de ne pas rester silencieux? Et dites-moi aussi depuis quelle partie du monde vous regardez cette vidéo. J'aime savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Nous avons encore beaucoup d'autres récits émouvants à partager avec vous. Cliquez sur les vidéos recommandées à l'écran et continuez ce voyage avec nous. Merci infiniment de faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo.